Donc je ne me représente pas, vous me connaissez, j'avance directement. Voilà, donc concrètement, juste pour me servir d'éléments de discussion avec vous là, pour cette conférence, on a, suite à la proposition en début d'année de travailler avec Clarisse Debuisson sur un plaidoyer qu'on a appelé pour une souveraineté numérique par le logiciel libre, on a souhaité finalement écrire tout ce qu'on avait réalisé jusqu'à présent, depuis les origines de l'Inagora, depuis 2000, et puis regarder ça en fait du contexte bien sûr du marché en 2023, et puis l'évolution d'une prise de conscience, un peu suite à la crise du Covid, sur ces problématiques de souveraineté. Et donc nous on a traité bien sûr le sujet de la souveraineté numérique. Donc je vous ai mis le lien là sur cette planche, donc si vous allez sur notre site web, vous allez pouvoir récupérer à la fois le PDF donc, de ce document-là. Donc vous allez voir, il est assez dense, je vous ai mis en fait la table des matières, donc il y a de quoi lire. Mais pour ceux qui sont pressés, on a fait une note aux décideurs, qui est en fait une version en 5 pages. Et c'est un peu l'objet de ma présentation, c'est de revenir sur quelques synthèses, quelques éléments de synthèse qui sont dans cette note qu'on a appelée note aux décideurs, qui est en fait se veut le condensé des travaux. Mais il nous a semblé, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, on parle beaucoup d'autonomie dans le domaine du numérique, on parle beaucoup de logiciel libre, mais en fait finalement, si on recherche un petit peu sur Internet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un document ou en fait une littérature académique sur le sujet. Il y en a, mais il nous semblait que c'était important qu'on apporte notre contribution. Et on a traité ça sur différents axes. Et on a pris un cas qui nous semblait intéressant d'analyser, puisque le ministère de la Défense, enfin un des gros utilisateurs de l'open source aux États-Unis, c'est le ministère de la Défense. Et on s'est dit, mais pourquoi en fait le ministère de la Défense aux États-Unis, pour lequel c'est pas un problème de travailler avec Amazon et Microsoft, qui sont leurs deux plus grands fournisseurs, quand même ont mis en place une stratégie majeure d'usage en fait de l'open source, donc qui s'appelle Platform One, et qui vise en fait tout simplement à gagner en autonomie, et en autonomie en tant qu'entité publique, pas vis-à-vis de nous, la perception qu'on a de la souveraineté vis-à-vis en fait des GAFAM. C'est un sujet complètement différent, mais je trouve que le cas d'usage était assez intéressant. Donc on est parti de l'étude sur Platform One en fait, donc au ministère de la Défense en fait américaine, et on a essayé de projeter les mêmes questions qui sont posées en fait au ministère des Armées ici en France, et de savoir la question de la résilience, la question des choix technologiques, comment c'était mené et quelles étaient les stratégies en fait actuelles du ministère. Donc ça c'est toute la première partie. Du plaidoyer, qui est plutôt un élément documentaire et qui vient décrire finalement ce qu'on retrouve aujourd'hui et les choix qui ont été faits. Et puis ensuite, sur la deuxième partie, troisième partie du document, on a essayé d'explorer finalement en quoi le logiciel libre pouvait être un levier pour développer notre indépendance technologique et nos souverainetés. Et donc on est parti des définitions du logiciel libre, des externalités positives. Et puis on a essayé d'extrapoler pour savoir en fait finalement dans quelle mesure ça pouvait constituer des soubassements, des socles, pour constituer en fait une indépendance numérique en France, mais aussi bien entendu en Europe. Donc ça c'est toute la partie, les deuxième grosse partie. Et puis à la fin, donc on a essayé de faire 5 recommandations qui nous semblent importantes de mettre dans le débat public aujourd'hui pour accélérer cette transition, puisque si on essaie pourquoi on a créé aussi ce plaidoyer, c'est qu'on pense qu'effectivement aujourd'hui on va pas assez vite. Ce sujet n'est pas suffisamment pris à bras-le-corps, et donc c'est notre contribution pour essayer d'apporter dans le débat public les sujets et puis d'essayer de faire des propositions très concrètes. Alors, bon, on est ici à l'Open Source Experience, donc ça va peut-être vous surprendre qu'on revienne, mais c'est toujours important de redonner quelques chiffres pour se matérialiser quand même l'impact de notre économie, de nos écosystèmes aujourd'hui dans l'économie réelle. Donc si on regarde, alors on a voulu en fait tout documenter. En fait, vous verrez, si vous téléchargez, vous avez le courage d'ouvrir en fait le PDF du plaidoyer, vous avez toutes les sources qu'on a utilisées. C'était très important pour nous à chaque fois de justifier, de matérialiser tous les éléments en fait qu'on va retrouver dans le document. Donc c'est pour ça que en fait vous allez retrouver en fait l'ensemble des sources ici. Mais voilà, donc en 2018, au niveau du PIB en fait de l'Union européenne, c'est quand même pratiquement 100 milliards, si on prend 100 milliards en fait d'euros qui sont de près ou de loin impactés par le logiciel libre.
Donc c'est plus en fait quelque chose qui est un mouvement, c'est massif. Donc je pense que ça c'est un élément extrêmement important à prendre en compte, puisque ça peut pas être une excuse ou un élément en fait limitant dans la prise de décision. Dire ah ouais mais le logiciel libre c'est qui, c'est quoi? Non, il y a un écosystème, il y a des acteurs, et y compris en fait en Europe. Ensuite, si on regarde, y compris chez les éditeurs qui ne sont pas représentés aujourd'hui, mais les éditeurs, on va dire propriétaires en fait ou privatifs, ils utilisent eux-mêmes dans leurs solutions beaucoup d'open source. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, de toute façon, je prendrai le parallèle de l'IA, en fait, ça sera un élément intéressant là d'analyse. Mais c'est que 98% des éléments constituants aujourd'hui des solutions, même y compris proposées par les éditeurs en fait propriétaires, sont des logiciels en fait open source. Donc c'est quelque chose qui ruisselle, y compris en fait finalement dans l'entièreté en fait des acteurs en fait de notre écosystème. Et puis donc alors nous on est un bon marqueur de ça, puisque l'Inacora c'est 23 ans, donc on a pu observer l'évolution de ce marché-là ici en France. Mais si on regarde, donc effectivement, le marché, il est parti de zéro. Alors c'est simple, hein, quand sur la tranche zéro, enfin entre 2000 et 2005, effectivement, tout a été créé. Nous, on a eu la chance avec l'Inagora de vivre en fait. C'est vraiment le démarrage de l'utilisation de l'open source et le logiciel. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, on remarque que c'est 40 fois en fait la taille de marché. Donc là aussi, il y a une dynamique. Et ce qu'on s'aperçoit, et je pense que moi je suis impatient de voir les chiffres de la participation cette année ici à l'Open Source Experience, mais bon, j'ai l'impression que c'est une très belle édition avec pas mal effectivement de participation. Donc voilà, donc un impact assez fort et effectivement une présence en fait logique du logiciel libre. C'est une illustration que vous retrouverez dans le plaidoyer, mais elle nous a servi en fait de base pour finalement expliquer comment on pouvait analyser aujourd'hui le logiciel libre et comment ça allait impacter ou comment ça pouvait impacter les choix aujourd'hui du politique ou effectivement des directeurs informatiques. Donc en fait il faut en revenir aux bases, hein, aux définitions du logiciel libre. Je pense que c'est intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de faire l'analogie aujourd'hui avec l'IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA et d'IA générative. Donc si on se pose la question aujourd'hui de finalement en quoi il serait important dans le domaine de l'IA générative de s'intéresser au logiciel libre, je vous propose de faire cet exercice-là avec vous dans le cadre de cette session. Je ne reviens pas sur les 4 libertés qu'offre en fait le logiciel libre, en tout cas pas dans le détail, mais je pense que c'est intéressant de se les rappeler, puisqu'aujourd'hui on voit bien que les modèles, et en particulier dans l'IA générative, ne couvrent pas en fait ces 4 libertés. Donc utiliser, étudier, aujourd'hui les modèles dans le domaine de l'IA ne permettent pas en fait cette étude des corpus d'apprentissage. Les licences parfois sont restrictives, donc on ne peut pas modifier finalement le résultat. Et aujourd'hui, la redistribution est un sujet pleinement en fait à découvrir, puisque aujourd'hui dans les modèles de l'IA en fait générative, c'est des questionnements qui sont en cours. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le domaine de l'IA générative, aujourd'hui le code source n'est pas disponible. Donc à la fois les données d'apprentissage et même les modèles, en fait, les codes sources ne sont pas disponibles. Donc comment on peut imaginer de fabriquer une IA de confiance, une IA en fait qu'on maîtriserait souveraine en fait en Europe si on n'a déjà pas ces fondamentaux. D'où c'est les travaux que nous menons en fait par ailleurs. Je ne vais pas revenir sur les communautés, je pense que ça tout le monde est en fait assez intéressant, en fait, enfin en tout cas est familiarisé avec ça, mais je voudrais en fait revenir ici sur la partie en bas à droite de la slide qui me paraît en fait extrêmement important, puisque on a pas mal d'externalités qui sont intéressantes à mon avis, qui devraient être prises en compte dans les choix que font les politiques aujourd'hui et aussi nos clients. On le sait bien, le logiciel libre, c'est déjà quelque chose qui permet d'avoir un impact plus faible sur l'environnement, ne serait-ce que sur la longévité des matériels. On sait très bien qu'en fait, avec le logiciel libre, on peut étendre le fonctionnement. Et ça, c'est des éléments de souveraineté. Le fait de pouvoir garantir dans le temps, de pouvoir utiliser plus longuement des infrastructures, c'est un élément pour moi de souveraineté. De ne pas être à la course au matériel, de devoir changer très régulièrement, ça favorise effectivement l'utilisation de systèmes qu'on ne maîtrise pas forcément. Partage de connaissances, je ne vais pas revenir dessus. Bon, la sécurité, la durabilité, je ne vais pas revenir. Sur le recrutement, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, comment on peut assurer... je ne sais pas si vous avez vu la dernière intervention de notre ministre, Jean-Noël Barrot, qui disait en fait ce qui peut être maîtrisé doit être conçu.
c'est un élément essentiel. Comment on peut aujourd'hui, sur des technologies d'infratech souveraines, donc les technologies du cloud, sur des technologies de, je reprends l'image de l'IA, comment aujourd'hui on peut dire qu'on va maîtriser sa mise en œuvre, l'évolution de ces technologies-là, si on n'en est pas en fait à l'origine. Donc c'est essentiel. Donc là, c'est vraiment un élément qu'il faut aussi prendre en considération dans les stratégies en fait à venir. Et puis donc il y a une économie, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une économie, et cette économie en fait c'est aussi un élément de souveraineté pour moi. Le fait de pouvoir maintenir dans le temps un écosystème, de l'alimenter, c'est quelque chose qui va permettre de pérenniser les investissements et de garantir dans le temps effectivement cette autonomie, cette indépendance. Donc finalement on voit que si on regarde les fondamentaux du logiciel libre, ils permettent déjà de décrypter ce qui pourrait être une feuille de route stratégique sur l'utilisation et sur la mise en œuvre d'une souveraineté à l'échelle en fait d'un État ou à l'échelle en fait de l'Union européenne. Il faut juste en revenir en fait à ces bases-là, les décliner, et on s'aperçoit qu'on a déjà un chemin qui se dessine naturel sur les choix qu'on devrait prendre et qu'on devrait prendre maintenant. Et pour nous c'est essentiel, donc c'est pour ça que on a voulu rédiger ce plaidoyer comme une réponse en disant que le logiciel libre est certainement, finalement, si on en revient aux fondamentaux, est certainement un élément constituant de cette souveraineté en fait, dans le domaine en fait, des infrastructures et de ce qu'on appelle l'infratech souveraine. Alors ce qu'on appelle infratech souveraine, c'est finalement c'est tous les sous-bassements qu'on ne voit pas, tout ce que nous fournissent, tout ce qu'ont voulu nous masquer les grands hyperscalers, donc les GAFAM, toute cette couche-là en fait, qu'on ne voit pas, mais qui sont essentielles. Et aujourd'hui, il faut imaginer que 75% des services cloud en fait utilisés en Europe sont ceux en fait des GAFAM. Donc il faut qu'on réinvestisse en fait ces couches-là parce que c'est tout simplement une aberration d'imaginer qu'on va pouvoir maîtriser les couches hautes si en fait les fondamentaux ne sont pas maîtrisés. Donc aujourd'hui, il faut continuer à investir sur les infrastructures souveraines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr la maîtrise des réseaux, ça veut dire la maîtrise des OS, ça veut dire la maîtrise des bases de données. On ne peut pas fermer les yeux sur tous ces éléments-là. Alors concrètement, comment on peut faire? On a essayé de faire 5 recommandations, c'est celles que vous trouverez dans la note aux décideurs. Donc le premier, c'est d'abord en fait d'acculturer, d'évangéliser et de former. C'est assez incroyable, je peux vous donner un exemple très précis. Mardi, j'étais sur le campus à Saclay, sur l'école polytechnique. Et ben, les gens de Polytechnique ne sont toujours pas formés à la notion de souveraineté. Et alors bien sûr ils font de l'open source, mais ils font de l'open source chez Google, donc ça compte pas. Et en fait on leur présente effectivement que la couche haute. Ils n'ont pas en fait aujourd'hui de sensibilisation et de cours finalement sur ces composants majeurs en fait de l'infratech. Donc si et donc nous on est en relation avec d'autres écoles et on s'est aperçu par exemple à l'EPITA c'est la même chose. Donc les gens font bien sûr du code, ils utilisent Python, ils utilisent bien sûr des librairies open source. Mais les couches sous-jacentes, ce qu'on appelle cette infratech, ce n'est pas abordé dans les cursus de formation. Déjà, premier axe, extrêmement important, si on veut demain pouvoir exploiter, il nous faut des talents qui soient formés, donc il faut changer déjà dans les écoles les cursus de formation et prendre en compte les problématiques de GoodTech et cette notion d'infratech et qu'on ne laisse pas en fait expliquer qu'aujourd'hui l'infratech on la voit plus, c'est quelque chose qui est fourni par les fournisseurs de cloud et on n'a plus besoin en fait de s'en occuper. C'est faux. C'est essentiel en fait d'insister et de réinvestir là-dessus. Alors la deuxième chose, ce qu'on voudrait faire, c'est de faire une proposition autour d'une contribution pour l'innovation numérique. Alors il y a différents dispositifs qui sont à l'étude mais qui sont jamais allés au bout. Donc moi nous on aimerait bien en fait remettre ce débat-là. Et si vous voulez, vous savez que quand vous allez au cinéma, même quand vous allez voir les blockbusters américains, vous avez une partie du coût du billet qui est perçue, qui est sous la forme d'une taxe et qui vient en fait financer la production audiovisuelle et cinématographique en fait française et européenne. Bah, pourquoi pas imaginer que quand on prenne une souscription aujourd'hui chez un hyperscaler ou chez un acteur en fait GAFAM, il y a une taxe qui s'applique dessus et que cette taxe-là elle soit directement réinvestie sur le financement des travaux, des sous-bassements dont on a besoin pour se libérer en fait de ces acteurs-là. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. En fait, on parle toujours de l'exception culturelle française, de l'exception culturelle européenne.
on pourrait très bien imaginer, et c'est en fait nous, notre schéma qu'on défend depuis les origines de l'Inagora, ce qu'on appelle la troisième voie numérique. Il y a bien une spécificité dans le numérique qu'on souhaite développer et conformément à nos valeurs en fait européennes. C'est pas celle des Américains, c'est pas celle des Asiatiques. Donc aujourd'hui, on a cette dorsale qui est nécessaire et pourquoi pas imaginer effectivement, comme on le fait avec l'exception dans le domaine de la culture, avoir la même chose, d'avoir une exception dans le domaine du numérique et qui soit financée via en fait ce type de taxe. Le troisième axe, bon, ce qui a donné lieu à la création d'OpenLM France, donc on n'est pas resté inactif. Donc vous voyez, en fait, on fait des recommandations, mais on montre l'exemple, hein, c'est lead by example. Ce qui nous semble essentiel en fait au moment où on se parle, d'avoir en fait une IA de confiance et une IA maîtrisée. Donc ça, je reviens pas dessus. Si vous avez suivi les différentes conférences, et il y avait un track dédié sur le sujet, mais ça nous paraît essentiel là aussi en fait de continuer les investissements et de faire en sorte effectivement de maîtriser cette IA. Je reviens pas dessus. Je suis revenu. J'ai déjà discuté de ça très largement sur. On a en particulier là aussi associé à l'IA en fait toujours pas mal de sujets autour du droit d'auteur. D'ailleurs, en fait, c'est d'ailleurs renforcé et accéléré avec l'IA générative. Comme je l'ai expliqué ce matin dans les différentes conférences, une des questions, est-ce que un modèle génératif qui serait entraîné sur des données qui seraient soumises en fait à droit d'auteur, est-ce que le résultat, donc c'est-à-dire les données synthétiques générées par le modèle, est-ce qu'elles sont du coup impacté? Est-ce que la licence et le droit en fait s'appliquent sur ces modèles, sur les contenus, sur le résultat de ces modèles? Aujourd'hui, c'est pas tranché. Donc, il faut poursuivre les travaux. Et là aussi, donc vous l'avez vu dans les précédentes interventions, l'OSI a lancé en fait une initiative pour licencier en fait les modèles, les composants autour de l'IA générative, et on porte bien la volonté d'apporter notre propre contribution pour faire avancer le débat et clarifier en fait ce débat autour des droits d'auteur et en particulier dans le domaine de l'IA générative. Et enfin, cinquième proposition, et ça nous donnera l'occasion après de laisser l'échange aux questions-réponses, c'est que on l'a vu donc sur le précédent gouvernement, enfin pas le précédent, excusez-moi, le gouvernement actuel, en fait, il y a une mission interministérielle en fait autour de la transition écologique. Pourquoi n'imaginons pas en fait aujourd'hui avoir une mission portée au niveau de la première ministre, du Premier ministre, interministérielle, visant en fait à gérer cette transition en fait dans le domaine du numérique. On voit que dans le domaine de la transition écologique, on commence à prendre de bonnes décisions. Mais ça a été, enfin, ce n'est que le résultat finalement de cette politique qui a été mise en œuvre et d'une volonté en fait politique de dresser ça en fait en interministériel et porté au plus haut niveau de l'État. Donc ce qu'on veut expliquer ici par cette recommandation, c'est de dire si on veut réellement changer les choses, il faut que ça devienne quelque chose qui soit porté en fait au plus haut de l'État et de façon transverse. On ne peut pas agir que par petite initiative. Donc c'est cet élément-là qui nous semble important et donc on appelle en fait à la création, comme c'est le cas pour cette mission interministérielle dans le cadre de la transition en fait écologique, on a la même chose dans la transition du numérique pour développer cette souveraineté tech souveraine. Voilà, les 5 recommandations, ça nous donne de quoi débattre. On pourrait lancer le débat sur chacune de ces recommandations. Donc si vous voulez en savoir plus, le plus simple, c'est effectivement de consulter donc le plaidoyer. Je tiens à remercier ici parce que donc on a été accompagné par Clarisse Bussolin, qui était étudiante et qui nous a accompagnés pendant 6 mois pour la rédaction. Donc elle pouvait pas être là aujourd'hui, mais voilà. Donc sur la vidéo, merci Clarisse de ta contribution. Il y a aussi Christelle Roger qui a intervenu dans la rédaction de ce plaidoyer. Et donc c'est aussi un appel à vous sur notre site web. Vous pouvez bien sûr aussi réagir à la publication. Et donc n'hésitez pas si vous voulez en fait apporter votre contribution et puis réagir. Si vous n'êtes pas d'accord, aussi à venir en fait questionner et remettre peut-être en cause et lancer le débat sur chacune de ces recommandations. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, remarques? Alors. Ouais, merci Michel Marie. Moi j'ai 2 remarques rapides. La première, c'est que le député Philippe Latombe, concernant la régulation, le droit d'auteur, et le fait qu'on est un peu menacé par le fait qu'on n'arrive pas trop à protéger les logiciels en France, nous a répondu très clairement sur le fait que l'IA va tellement rebattre les cartes, avec une menace qui est tellement énorme avec le brevet logiciel, que de facto ça va faire évoluer les choses, et qu'au moment où ça va évoluer,
il va falloir qu'on soit tous en randonnion avec des opinions assez radicaux et alignés pour défendre en fait ce sujet et l'industrie française de l'open source qui, elle, n'est pas protégée par le secret et donc qui est en proie à ce sujet-là de manière assez présente. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque sur les métriques en termes de chiffre d'affaires au niveau européen et français, moi, je les trouve toujours intéressantes, mais toujours à prendre, comme tu l'as fait, avec une deuxième métrique qui est celle du taux d'usage. Parce qu'en fait, c'est toujours limitant de se dire, à l'époque, en France, on faisait 5 milliards d'euros, en France, on fait 100 milliards. Mais je pense que si on n'associe pas ça au taux d'usage, c'est très limitant parce que est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on est capable de dire le chiffre d'affaires qui est lié à l'usage de la roue ou à l'usage du protocole HTTP? Personne sait dire ça et pourtant c'est une évidence. Les GAFAM font 1500 milliards de chiffre d'affaires. Quelle partie de ce chiffre d'affaires repose en 2023 sur des technologies open source ou qui vont l'être parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les reverser? Et donc je voulais juste insister sur cette partie-là et dire que chacun doit prendre sa part en fait pour qualifier tout ce qui est utilisé, quoi. Donc sur le deuxième point, bon, forcément on partage, donc je reviens pas dessus et pas de difficulté. Sur le premier, donc tu as raison, hein, donc c'est pour ça que moi j'ai fait un appel dans le cadre d'OpenLLM France, hein, donc sur ces contributions qu'on va faire à l'OSI, hein, donc à l'Open Source Initiative, parce qu'il y a un draft un draft qui est posé avec un request for comment pour contribuer à ce qu'on pourrait définir comme licence sur les artefacts en fait d'intelligence artificielle. Et effectivement, toutes les questions de la contamination dans le modèle des données d'apprentissage, les questions de qu'est-ce que rentre dans ces modèles fait partie, à mon avis, des éléments qu'il faut mettre très très vite en fait dans le débat. Et c'est pour ça qu'on va faire les contributions, comme tu le sais, là d'ici la fin de l'année auprès de l'OSI, pour essayer de faire avancer le débat, puisqu'aujourd'hui je m'aperçois que c'est un sujet qui est trop peu matérialisé, en tout cas dans la version actuelle qui est fournie sur le site de l'OSI, quoi. Bonsoir. Moi j'ai une question pratico-pratique. On entend beaucoup, quand on parle de ces sujets-là, des réponses du genre c'est trop tard, l'affaire est pliée. Et comment on réagit face à cette espèce de déprime ambiante et comment on réagit intelligemment par rapport à ça? Déjà en fait on accepte d'en parler. On accepte en fait de documenter, donc d'avoir en fait un clin. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec le plaidoyer, c'est d'avoir en fait une lecture objective et mesurée de où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui, et de faire des propositions. Et les propositions, de les porter, parce que dans les propositions qu'on a, elles touchent à la fois le domaine technologique, le domaine de l'éducation, le domaine du politique. Donc effectivement, il faut réussir à adresser tous ces axes en même temps. Parce qu'effectivement, si tu te concentres que sur le politique, tu perds en fait la partie, par exemple, éducation. Si tu fais que de l'éducation, tu perds. Donc il faut réussir en fait à faire avancer en même temps et de façon coordonnée en fait l'ensemble des acteurs. Et ça, pour le coup, c'est un élément sur lequel, là, moi j'ai un démonstrateur à l'échelle 1 avec ce qu'on fait avec OpenLM France, où effectivement on a essayé d'adresser tous ces sujets, parce que c'est souvent qu'on nous dit que l'IA, c'est déjà terminé avec OpenAI, mais je pense qu'on est en train de démontrer avec cette initiative qu'avec finalement beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie simplement, c'est ça, c'est qu'il faut conserver cette foi et cette volonté, c'est presque ça l'élément essentiel. Faut qu'il y en ait un illuminé, donc heureusement il y a quelques illuminés qui restent comme nous, qui sont capables effectivement de réemmener et de montrer que une voie en fait autre est possible. Parce que globalement, autrement, c'est très simple de rester à minima dans le statu quo ou de faire partie des tristus, quoi. Donc il faut retourner en fait chez les rigolus. Merci.